L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Vincent Lequeux, nous sommes le 2 juin 2026 et aujourd'hui nous revenons sur l'un des fondamentaux de l'Union européenne, le marché unique. Derrière ces deux mots, il y a une idée centrale, réduire les barrières économiques entre les pays européens. Pour une entreprise par exemple, il s'agit de vendre plus facilement ses produits dans un pays voisin. Un travailleur, lui, doit pouvoir chercher un emploi ailleurs sur le continent. Un prestataire peut proposer des services au-delà de son pays d'origine, et les capitaux peuvent circuler plus librement pour investir, acheter ou financer une activité. Bref, c'est ce que l'on appelle les 4 libertés du marché unique, les marchandises, les personnes, les services et les capitaux. Le projet de marché unique ne sort pas de nulle part. En fait, cette idée de rapprocher les économies des États, de les intégrer comme on dit, c'est à l'origine de la construction européenne. En 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier crée un marché commun sur ces deux produits essentiels à l'industrie. Et puis, avec la Communauté économique européenne de 1957, on élargit cette logique à l'ensemble de l'économie. Au départ, les pays fondateurs cherchent surtout à supprimer les droits de douane entre eux. C'est ce qui aboutit en 1968 à l'union douanière. Mais tous les obstacles au marché ne disparaissent pas avec cette union. Un produit qui n'est plus taxé à la frontière franco-allemande par exemple, peut cependant être encore freiné par une norme technique ou des règles sanitaires qui sont différentes dans les deux pays. C'est en 1979 que le marché commun connaît un vrai bond en avant avec l'arrêt Cassis de Dijon. La Cour de justice des communautés européennes pose un principe fondamental. Si un produit est vendu légalement dans un État membre, eh bien il doit pouvoir l'être aussi dans les autres. C'est la règle générale, même si les États peuvent toujours interdire un produit pour des raisons de santé ou de sécurité. En 1993, le marché unique est officiellement lancé. Pour y arriver, les États membres ont entrepris de grandes transformations afin de rapprocher leurs normes, leur fiscalité et leurs procédures. Sur les jouets, par exemple, les règles de sécurité deviennent communes à tous les États, ce qui permet de vendre plus facilement d'un pays à l'autre. Depuis, le marché unique a continué à s'élargir et à se transformer, avec le numérique, l'énergie et puis les nouveaux États. Aujourd'hui d'ailleurs, il ne concerne pas seulement les 27 pays de l'Union, mais aussi la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et en partie la Suisse. En revanche, le Royaume-Uni, lui, en est sorti en 2021, après le Brexit. Reste que ce marché fonctionne très bien dans certains domaines, un peu moins dans d'autres. Du côté des marchandises, ça circule. Mais sur les services, c'est moins fluide. Pour exercer son métier ou proposer une prestation dans un autre pays, il faut généralement faire reconnaître son diplôme, obtenir une autorisation. Bref, pour une grande entreprise, cela représente quelques contraintes supplémentaires, mais pour une petite structure qui voudrait proposer ses services de l'autre côté de la frontière, cela peut devenir plus compliqué. Enfin, le marché unique peut aussi créer d'autres types de tensions. Les pays européens n'ont pas tous les mêmes salaires, les mêmes impôts, ni les mêmes niveaux de protection sociale. Ce qui peut influencer les choix des entreprises et même créer une forme de concurrence entre États pour attirer les investissements ou les emplois. Le marché unique a donc beaucoup progressé. Il représente aujourd'hui un atout certain pour l'Union européenne dans la concurrence mondiale, mais il reste toujours à améliorer. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.